Les droits au sens large des mots, ils sont mus par des principes de justice, de liberté, de solidarité et de progrès. Principes qui sont, à mon avis, là aussi, nécessaires pour la résistance. Alors, donc, résistance, c'est donc le sujet de cette rencontre nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mi-mandat. Rencontre qui, en quelque sorte, à un moment, on l'avait dit dans un petit texte que nous avons produit, privilégié d'échanges et de questionnements par rapport, d'une part, à notre projet associatif, projet politique, social, culturel, etc., à nos méthodes d'intervention, comment cheminer ensemble, comment répondre, comment faire face à la remise généralisée des acquis. On a abordé cette question tout à l'heure lors des échanges qui ont eu lieu avec la salle. Et aussi, pour ce faire, nous avons grandement besoin, bien sûr, de l'apport des personnes ressources telles que Luce et Sahel. Donc, résistance. Pourquoi résister finalement? C'est une question peut-être malvenue au sein de la TNF, compte tenu des principes fondateurs de la TNF, aussi pour le progrès, l'indépendance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, etc. Mais néanmoins, pourquoi cette thématique aujourd'hui et comment aussi surtout résister? Donc pour nous éclairer, je vais passer la parole à Gustave. Voilà, merci. Et donc, ce qui me fait plaisir, c'est de retrouver des gens que je connais ou que je reconnais, et surtout de voir d'autres que je ne connais pas. Ce qui démontre quand même que l'association est toujours vivante et que la résistance continue, parce que c'est quand même ça qui est important. Donc, en réalité, et sans vraiment du tout vouloir faire une pirouette, sur la question de la résistance, moi j'ai toujours appris de mes discussions avec vous et des actions de la TNF. Je crois que parce que la résistance, c'est ce qui se fait concrètement. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, peut-être dans la discussion, je vais plutôt, comme vous m'avez demandé, essayer d'inscrire cette question de résistance dans un contexte un peu historique et dans une perspective. Voilà. Parce que finalement, la résistance, on résiste toujours contre les dominations, contre les oppressions, contre l'exploitation, évidemment. Chacun, à sa place, résiste et collectivement, on s'organise pour résister. Mais ce qui est important, c'est que, évidemment, les résistances dépendent des situations. Et donc, il faut, pour renforcer ces résistances, surtout collectivement, apprécier ensemble quelles sont les situations et comment on s'organise pour lutter contre, pour résister aux injustices qui existent dans ces situations. Et aussi, d'une manière générale, on ne résiste jamais seul dans son coin, même en tant qu'association. En général, les résistances s'inscrivent dans des mouvements. Et donc, il faut partir de ce que sont ces mouvements. Parce que ces mouvements, d'une certaine manière, nous y participons à travers nos associations, nos syndicats, les mouvements politiques, etc. Et nous contribuons à les créer, mais ce sont eux qui permettent d'être à l'échelle des problèmes. Parce que la grande question des résistances, c'est comment on résiste, non pas par rapport à une question particulière, non pas tout seul dans son coin ou un petit groupe, mais comment on résiste à l'échelle des problèmes qui se posent. Et quelles réponses on a par rapport aux problèmes qui se posent dans leur ensemble. Et ça, justement, la résistance, elle est le fait que nous faisons. Et donc, je vais partir d'une hypothèse, c'est que depuis un certain nombre d'années, je préciserai après ce que j'entends par là, le mouvement de résistance actuel et je l'appellerai le mouvement altermondialiste et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment s'organise ce mouvement. Et tout de suite, je vous le dis, ce mouvement est un mouvement de résistance, mais un mouvement de résistance ne peut vraiment résister que s'il est aussi excusez-moi, un mouvement d'émancipation, un mouvement de libération. Parce que finalement, à chaque période, on essaye de lutter pour avoir plus de liberté, et parce qu'on considère que toutes les libertés possibles ne sont pas atteintes. On ne lutte pas uniquement pour abolir toutes les
les inégalités, que la répression, c'est l'objectif qu'on se donne. Mais effectivement, les mouvements se construisent par rapport au fait qu'il existe des libertés possibles qui ne sont pas atteintes et donc on s'organise pour essayer d'aller le plus loin possible dans la situation dans laquelle on est. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement altermondialiste et pourquoi je le définis comme un mouvement historique, comme tous les mouvements de libération ou d'émancipation? C'est un mouvement qui se pose comme celui qui prolonge et qui renouvelle des mouvements historiques précédents. Finalement, dans l'histoire, il y a toujours des moments dans lesquels il y a des mouvements qui s'organisent pour la libération, et puis, au bout d'un moment, ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire, sans arriver à réaliser l'ensemble de leurs objectifs. Et les mouvements d'après repartent de là où les mouvements se sont arrêtés, mais en tenant compte du fait que la situation est différente. Le meilleur exemple que l'on puisse avoir, c'est le mouvement de la décolonisation. Le mouvement de la décolonisation, il s'est battu sur la question des luttes de libération nationale et de l'indépendance nationale. Et d'une certaine manière, il a conquis les indépendances politiques. Mais il n'a pas été jusqu'au bout de la libération nationale. Je parle de la libération nationale parce que, effectivement, il s'est heurté au fait que la libération nationale ne s'est pas traduite par une libération sociale, par une libération économique. Et donc, d'une certaine manière, il s'est épuisé. Et effectivement, s'étant épuisé, il y a eu une crise de la décolonisation et la montée en puissance de nouveaux régimes qui sont des régimes, disons, qui ont rompu l'alliance de la libération nationale entre les peuples et des bourgeoisies, des élites, enfin ceux qui s'étaient battus pour la résistance nationale, pour la libération nationale, et ces régimes sont devenus des régimes dits, et notamment à partir de 1980, par rapport à l'offensive contre la décolonisation, qui est portée notamment par ce que nous appelons le néolibéralisme. Et quelles sont ces luttes sociales? Eh bien, c'est les luttes contre la dette, c'est des luttes contre la famine, c'est des luttes contre les programmes d'ajustement structurel, c'est des luttes pour la démocratie aussi, et voilà, c'est l'ensemble de ces luttes sociales. Et donc, effectivement, le mouvement altermondialiste reprend à son compte et se développe à partir de l'idée que les luttes sociales, c'est un mouvement historique qu'il faut prolonger et renouveler. Ce qui est important, c'est que les luttes ne sont jamais indépendantes les unes des autres. Et par exemple, il y a un auteur extraordinaire qui s'appelle Aimé Césaire, qui a écrit un petit livre qui est une petite merveille, il fait 40 pages ou 50 pages, qui s'appelle Discours sur le colonialisme. Et dans le discours sur le colonialisme, à un moment donné, Aimé Césaire dit la civilisation occidentale, ou plutôt la bourgeoisie, la civilisation européenne, la bourgeoisie, est confrontée à deux problèmes qu'elle ne sait pas régler et qu'elle a créés. Le premier, c'est le prolétariat, et le deuxième, c'est la colonisation. Et donc, effectivement, il dit, et ce sont les deux questions actuelles. C'est encore les deux questions. Et dit Aimé Césaire, de manière très intéressante, il rajoute quelque chose qui est une phrase formidable, surtout quand on pense à la Palestine d'ailleurs. Il dit « La colonisation avilit le colonisateur ». Et il rajoute « Nous sentons monter la barbarie dans le continent ». Voilà. Donc vous voyez, c'est très important, le mouvement altermondialiste qui prend cette idée. La lutte contre la colonisation est encore actuelle, notamment la lutte contre la pensée coloniale. Vous savez, il a beaucoup travaillé là-dessus. C'est très important de penser que nous menons encore la lutte contre la colonisation. Mais ce n'est pas la même colonisation. Mais quand même, c'est la même forme de domination qui a changé de forme, disons, mais qui reste un peu la même forme. Et aussi, là, le problème, c'est l'alliance. Donc ce que dit Césaire, c'est l'alliance entre la lutte des prolétaires contre l'avilissement, la subordination du prolétariat et la lutte contre la colonisation. D'ailleurs, c'est historiquement quelque chose qui est très important. Quand il y a eu les luttes de libération, au début,
le mouvement social, qui était surtout le mouvement communiste, et le mouvement de libération nationale, étaient ennemis. Ils se battaient physiquement. Parce que le mouvement communiste considérait que le mouvement de libération nationale, ce n'était que des bourgeois qui se battaient pour leurs propres intérêts. Et le mouvement de libération nationale considérait que le mouvement communiste était des traîtres qui ne s'intéressaient pas à la question de l'indépendance nationale. Il a fallu, en 1928, 24, je ne me rappelle plus très bien d'ailleurs, au congrès de Bakou, 24, que soit décidée une alliance entre les luttes sociales, les mouvements sociaux, les mouvements communistes notamment, et les mouvements de libération nationale. Et c'est ça qui a permis de gagner l'indépendance nationale pour beaucoup de pays. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est un peu la même. Il ne s'agit pas de résister les uns à côté des autres, il s'agit de lier les résistances. Ça trompe. C'est une crise de liberté, et de la paix aussi, hein, parce que la liberté et la guerre, ça va ensemble, évidemment. La défense de la liberté et la guerre, et la lutte contre la guerre, et une crise de l'écologie. Voilà les 4 dimensions, et c'est pour ça que le mouvement altermondialiste est un mouvement qui part de ces résistances. Comment faire converger ces résistances? Et il le fait historiquement. Comment il le fait historiquement? Eh bien, il commence en 1980. Pourquoi en 1980? Parce que c'est en 1980 qu'on commence une nouvelle phase du capitalisme. Vous savez que l'histoire du capitalisme, elle se passe par phases. La phase que nous vivons actuellement, c'est ce qu'on appelle la phase néolibérale. C'est la phase du contrôle par le capitalisme financier. Elle a succédé à une phase de 1945 à 1980, qui est la phase dans laquelle est née la TMF, qui est la phase du capitalisme industriel, et dans lequel, effectivement, le profit se faisait dans les usines, hein, à travers, justement, le travail salarié dans les usines. Et la plus grande... Et c'est là que, effectivement, la résistance, c'était la résistance ouvrière, et c'était notamment la résistance des migrants, des travailleurs libres. Des travailleurs. Donc, c'est dans cette phase de 45 à 80 qu'elle est. Et d'ailleurs, la TMF, comme toutes les autres associations, et comme les syndicats, ont eu du mal à passer de cette phase néolibérale, de cette phase, pardon, du capitalisme industriel, à la phase néolibérale. La phase néolibérale, elle, le profit, il se fait dans la finance. C'est le capitalisme financier qui contrôle, y compris le capitalisme industriel. Et donc, son problème, c'est pas de stabiliser les ouvriers, c'est pas de les former, c'est de les précariser, c'est de les jeter d'une certaine manière. C'est le chômage qui commence dans les années 80, qui devient la nouvelle forme de gestion de la classe ouvrière par rapport à la période précédente dans laquelle avait été passé un certain nombre d'accords entre notamment les syndicats et les patrons sur la manière d'organiser le travail, avec toujours une subordination et une exploitation, mais qui n'était pas de même nature. Alors, en fait, le mouvement intermondialiste, il se construit historiquement, donc je vais vous donner juste quelques dates, sans rentrer dans le détail, parce que sinon je ne vais pas être loin, j'ai encore 10 minutes, je crois. Et donc, si on veut avoir du temps. Et donc, il se construit, il commence en 1980 dans les pays du Sud, contre l'ajustement structurel et contre la dette. Parce que la bataille principale qui est menée par l'impérialisme, pour simplifier. Pourquoi est-ce que je dis impérialisme? Parce qu'à ce moment-là, est créée une nouvelle institution qui essaye de marginaliser les Nations Unies, parce qu'on considère que les Nations Unies, ils ont été trop laxistes par rapport aux indépendances. Ils ont accepté le droit des peuples, le droit de détermination, et donc les 7 pays les plus puissants du monde se réunissent pour créer le G7. Ils s'appellent entre eux, d'ailleurs au début c'est un G5, G6, je sais pas, et puis ils sont rejoints par la Russie, ça donne le G10. Et donc, ils commencent à se définir comme les pays, les démocraties industrielles. Et nous disons non, ce sont les pays les plus riches du monde. Et ce ne sont pas seulement les pays les plus riches du monde. Regardez les 8 pays. Ce sont les anciens empires coloniaux. Sauf peut-être le Canada, sur lequel on peut discuter, parce que c'était pas un empire colonial classique. Mais, et donc, effectivement, ces 8 pays
essayent de reprendre en main le contrôle qu'ils avaient un peu perdu par rapport à la décolonisation. Et ils le font comment? En mettant en avant la crise de la dette et aussi en s'appuyant sur les contradictions dans les différents pays, sur le manque de démocratie et sur l'affaiblissement des nouvelles élites qui se sont ralliées, d'une certaine manière, aux nouvelles formes de domination. Et donc, dès le début, les luttes de résistance, c'est des luttes contre la dette, contre l'ajustement structurel, contre la famine, contre tout ce que porte le G8. Et à partir de 89, il y a un élément nouveau, c'est la chute du mur. C'est-à-dire que la deuxième grande contradiction que rencontre le G8, le G7 à ce moment-là, pardon, c'est qu'il y a toujours cette concurrence géopolitique entre les deux superpuissances. Et donc, les États-Unis et l'Europe, et l'Australie et le Japon aussi, arrivent à liquider l'Empire soviétique, en s'appuyant aussi sur les propres erreurs de l'Empire soviétique, et en créant la course aux armements. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est un élément important. Et à partir de 89, effectivement, commence une nouvelle phase du néolibéralisme à travers une bataille idéologique très importante. Cette bataille idéologique, elle repose sur trois idées. La première idée, elle s'appelle « La fin de l'histoire ». C'est un livre qui est fait par quelqu'un qui s'appelle Fukuyama et qui dit « On ne pourra pas aller plus loin que le capitalisme ». Et d'ailleurs, même ceux qui luttent contre le capitalisme, c'est quasiment des terroristes. Donc voilà la première idée. On ne pourra pas aller plus loin que le capitalisme. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aller. Le deuxième, c'est un type qui s'appelle Huntington et il fait un livre qui s'appelle « Le choc des civilisations ». Et qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est important, c'est la guerre des civilisations, ce n'est pas la question sociale. Ce qui est important, c'est les religions, les civilisations, et là, c'est toujours la guerre. Donc, il faut s'organiser pour la guerre, laissons de côté la question sociale. Vous voyez que c'est encore ce qu'on entend, évidemment. Et la troisième idée, qui est mise en avant par Carter d'ailleurs, à propos de l'Iran, c'est la démocratie, c'est le marché. Il n'y a pas de différence entre le marché et la démocratie. Si vous voulez la démocratie, il faut accepter le marché. Donc voilà les nouvelles idées qui deviennent dominantes en 89. Et le mouvement est obligé de s'organiser par rapport... Et puis c'est la guerre en Irak aussi. Et donc le mouvement est obligé de s'organiser par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est une des formes, la première forme du mouvement intermondialiste, c'est les luttes dans les pays du Sud contre l'ajustement structurel. La deuxième vague, c'est une vague qui se fait notamment en France en 89 à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, dans lequel le CDT joue un rôle qui n'est pas négligeable. C'est l'organisation du premier sommet des peuples, des 7 peuples parmi les plus pauvres du monde, contre le G8, qui se réunit à Paris. Et c'est une immense manifestation avec un concert à la Bastille, avec Renaud et Perrault, autour du thème dette, apartheid, colonie, ça suffit comme si. Et il y a entre 200 et 300 000 personnes. Et c'est la première fois qu'il y a une jonction entre les syndicats, les mouvements des droits de l'homme, les mouvements contre la dette, les mouvements contre l'apartheid, etc. Ça va donner une deuxième forme du mouvement. La troisième, c'est effectivement en 95, les grandes luttes sociales contre la précarisation, contre le chômage, contre la remise en cause de la sécurité sociale. Bon, je n'insiste pas là-dessus, vous l'avez vécu, vous avez été acteur de ça. Et à partir de là, commence une course-poursuite entre les institutions internationales, le G8, les sommets européens, la Banque mondiale, le FMI. Chaque fois qu'ils se réunissent, nous organisons des grandes et l'OMC, l'Organisation mondiale, des grandes contre-manifestations, dont une des plus importantes est celle qui a lieu à Gênes, avec la mort d'ailleurs, et donc effectivement qui commence à remettre en cause cette idéologie. Et c'est là que se crée ce mouvement. Et donc le plus important de ces manifestations, c'est à Seattle en 1999, dans lequel se retrouvent contre l'OMC
une série de mouvements. Le mouvement syndical, qui décide d'ailleurs là de construire une nouvelle confédération syndicale internationale. Le mouvement paysan, qui décide de créer Via Campesina. Le mouvement écologiste, qui fait une alliance avec le mouvement des consommateurs, on va revenir là-dessus si ça vous intéresse, parce que c'est important, et qui développe l'idée du boycott. Le mouvement pour les droits fondamentaux, les droits humains. Le mouvement des jeunes, les mouvements des femmes, très importants, notamment la Marche mondiale des femmes, qui joue un rôle très, très, très important. Le mouvement, et petit à petit, d'autres mouvements qui les rejoignent, notamment le mouvement des peuples originaires, qui s'appellent eux-mêmes les peuples indigènes, notamment en Amérique latine, en Inde, etc. Et le mouvement de l'économie sociale et solidaire, qui sont des mouvements qui viennent ensemble. Et c'est en 2000 que tous ces mouvements disent, mais au fond, on ne va pas passer notre vie à courir après eux. Qu'est-ce que nous voulons? Nous ne sommes pas seulement antimondialistes, nous sommes aussi antimondialistes. Nous sommes aussi altermondialistes. Nous sommes aussi pour une autre mondialisation. Donc, réunissons-nous, et on se réunit à Porto Alegre, au Brésil, parce que le Parti des travailleurs du Brésil est à la mairie de Porto Alegre, et dit on vous invite à venir discuter ici. Et donc, nous nous réunissons à Porto Alegre pour créer les forums sociaux mondiaux. Bon, alors maintenant, juste deux mots pour terminer. Ces forums sociaux mondiaux, et puis après, il y a aussi les 2001, les attentats de New York, de la façon dont on résiste à l'instrumentalisation du terrorisme, évidemment, par l'hégémonie, et puis, effectivement, 2008, la crise. Bon, alors, deux petites questions, c'est que ce mouvement, il se construit comme une convergence de mouvements. C'est justement la somme de ces mouvements qui se sont organisés pour résister et qui à un moment disent mais maintenant qu'est-ce que nous avons en commun? Et effectivement c'est l'ensemble de ces mouvements qui forment le mouvement altermondialiste. Et une des valeurs qui est mise en avant par ces mouvements, c'est l'idée de la diversité. C'est très important. Certains disent que c'est une limite, parce que la diversité, si on se met tous d'accord sur quoi on va se battre, on va gagner. Mais c'est pas ça. Dans le mouvement, la diversité, c'est une rupture par rapport à la culture politique de la période précédente. Parce que dans la culture politique de la période précédente, il y a toujours l'idée, il y a des contradictions secondaires. Laissez-nous régler la contradiction principale et après on verra. C'est ce que disent par exemple les mouvements de libération nationale, qui disent aux femmes, eh bien écoutez, laissez-nous prendre l'indépendance et après la libération des femmes sera évidente. C'est ce que dit le mouvement ouvrier. Laissez-nous faire la révolution, le Parti communiste, et après, le problème de la libération des femmes sera automatique. Et donc c'est ce que disent toujours tous les mouvements, qui sont un peu dominants. Et là, tous les mouvements disent non. Toutes les luttes contre toutes les oppressions sont légitimes. Il faut qu'elles s'organisent entre elles. Et il faut qu'elles soient toutes présentes. Donc il faut respecter cette diversité. C'est pas la diversité parce qu'on est différent, c'est la diversité parce qu'on est légitime dans la lutte contre l'oppression, contre la domination, contre l'exploitation. Donc c'est l'idée que les résistances sont légitimes et doivent s'organiser entre elles et pas être organisées par le monde. Ça c'est très important comme forme nouvelle de résistance. Et la deuxième proposition c'est, mais est-ce qu'on a une orientation commune? Parce que c'est très bien la diversité, mais est-ce qu'on a une orientation commune? Eh bien, petit à petit, on en a trouvé une. C'est quoi cette orientation commune? C'est que on peut organiser le monde autrement que par le marché mondial des capitaux. Puisque jusqu'à maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut laisser la logique du marché mondial des capitaux. C'est comme ça qu'on a la croissance la plus forte, la productivité la plus forte, la science la plus forte, etc. Et donc on dit non, non. Nous avons une autre proposition. On peut organiser chaque société et le monde autour d'une proposition: l'égal accès aux droits pour tous. L'accès aux droits fondamentaux pour tous. Après, il y a une discussion à l'intérieur. Est-ce que c'est uniquement l'accès pour tous ou est-ce que c'est l'égalité des droits pour tous? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ça, c'est un débat interne. Dans un premier cas, effectivement, l'accès aux droits pour tous, c'est déjà une réponse au néolibéralisme qui introduit les inégalités. Mais ce n'est pas une réponse au capitalisme. C'est l'égalité des droits qui est une réponse au capitalisme. Donc vous voyez, il peut y avoir un débat à l'intérieur.
dans cette résistance. Certains peuvent dire on va s'arrêter là, et d'autres disent non, il faut aller plus loin. Et donc, c'est dans cette bataille pour l'égalité des droits. Bon, et la TMF le sait bien, puisque toute la question des migrants, ça a été toujours, nous avons toujours posé cette question comme ça. C'est l'égalité des droits qui est la ligne directrice pour trouver des nouvelles formules. Et donc, effectivement, c'est l'idée fondamentale dans le mouvement altermondial. Et donc, effectivement, l'égal accès aux droits pour tous, ça change la culture des mouvements. Pour vous donner un exemple, Amnesty International, qui était une association qui travaillait sur la torture et les libertés civique, dit eh ben nous, on va aussi défendre les droits économiques, sociaux et culturels. C'est une révolution pour eux. Médecins du Monde dit mais nous, on va aussi se battre. On n'est pas une association d'urgence seulement, on est une association pour le droit à la santé. Les syndicats disent mais on est pour le droit au travail décent. C'est une autre manière de prendre. Donc les paysans disent mais nous on est pour le droit à la souveraineté alimentaire et pour le droit à l'agriculture paysanne. Donc chaque mouvement fait sa révolution culturelle. Et c'est comme ça que se fait l'alliance entre les résistances. C'est justement en apprenant à poser des questions en termes de droit et en innovant au niveau des droits. En disant, la première génération des droits, c'était les Lumières, c'était les révolutions, les droits civils et politiques, la liberté d'association, la liberté d'expression, etc. La deuxième génération des droits, c'est les droits économiques, sociaux et culturels qui avaient été mis en avant en 1948. La troisième génération des droits, c'est les droits des peuples, c'est les droits à l'autodétermination. Et la quatrième génération des droits, c'est les droits à la liberté de circulation, c'est les droits au monde, c'est les droits à la terre, c'est les droits de la terre, d'ailleurs même, avec une grande discussion philosophique sur qu'est-ce que ça veut dire ou pas, qui est apportée par des peuples originaires, et donc effectivement, vous voyez comment il y a en même temps une élaboration et de la résistance. Parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est un titre d'un très beau livre de Miguel Benassayag, qui reprend d'ailleurs une phrase de Deleuze, comme il dit, résister, c'est créer. On ne peut pas résister sans élaborer, on ne peut pas résister sans réfléchir, on ne peut pas résister sans théoriser. Résister, c'est créer. Et donc, effectivement, il y a cette résistance et cette création. Bon, voilà, j'ai été très long, j'aurais beaucoup d'autres idées. Après, il y a plein de problèmes qui restent posés. La question du pouvoir, la question du rapport au politique, entre le social et le politique. Il y a plein de questions, parce que c'est un mouvement vivant. Nous sommes un mouvement vivant. Et donc, par rapport à ça, quand même, on peut se sentir plus fort parce que on n'est pas seul, comme on dit. Parce que ce sont les mêmes luttes pour les droits, pour l'égalité des droits, mais avec quelque chose de nouveau. Nous ne voulons pas l'égalité des droits au niveau d'un pays, d'une nation, d'une commune. Nous voulons l'égalité des droits au niveau du monde. Et pour ça, il faut lutter ensemble, évidemment. Et il faut aussi arriver à définir de nouvelles formes d'organisation de la société et des luttes. Parce qu'il y a des luttes qui ne peuvent pas être réglées ni au niveau local ni au niveau national. La lutte écologique, le climat, ça ne peut pas être réglé. C'est une lutte qui ne peut être faite, qui ne peut être que mondiale. La question de la liberté de circulation n'est pas résoluble pays par pays. Elle peut être soluble, pas soluble, on ne peut trouver des solutions que si nous l'amenons au niveau mondial. Et donc, la question que nous posons maintenant, c'est des résistances, doivent être des résistances en même temps locales et mondiales. Merci pour cet éclairage dense, riche et bien clair. Et puis bon, on a du boulot à faire, hein, parce qu'il faut qu'on revisite un peu nos réflexions, notre mode de comment les nouvelles manières d'agir. Saïd, à toi maintenant. Et à faire. Bien, c'est difficile d'intervenir après Gus parce qu'il a dit beaucoup de choses et de manière très construite et convaincante. Moi, je vais surtout m'attacher à la contribution que peuvent donner les immigrés, leurs enfants français à ce mouvement mondial qu'il nous faut construire, qui pointe effectivement quelques germes, mais qui reste quand même à bâtir pour l'essentiel.
en soulignant d'abord que si on parle de résistance, c'est qu'il faut prendre acte qu'on a reculé. S'il y a résistance, c'est qu'on est sur une phase dans laquelle on est attaqué. On n'est pas sur une phase d'offensive. Les luttes sociales, je suis d'accord avec ce que disait Gus, ne sont pas un long fleuve tranquille qui va en ascendance. Il y a des mouvements d'avancée, des mouvements de recul. Nous utilisions des mots, parce que c'était plus à la mode, parce que l'offensive générale, l'ambiance générale, nous poussait à ne plus parler d'impérialisme, mais d'empire, ou de ne plus parler. Le terme empire n'est pas le plus mauvais pour moi. Donc, mais en tout cas, il y a eu des reculs, la sociale, etc. Toute une série de termes qu'on a commencé à abandonner. Donc, il y a d'abord la dimension des repères idéologiques. La seconde dimension, c'est la dimension du cadre organisationnel. Pour se battre, pour conquérir des droits, il faut être organisé. Et toute la question qui nous est posée, c'est on en est où de nos organisations, à la fois dans chacune des organisations, mais aussi dans le lien entre les organisations. Et troisième dimension, c'est la dimension, donc je disais, je mets de côté, même si j'ai beaucoup de choses, j'ai des idées là-dessus, je mets de côté la dimension collective. J'ai parlé du côté de l'immigration et de ses enfants. La troisième dimension, c'est la question des alliances. Et de comment se construisent les alliances. Alors, pour bien saisir tout cela, il faut d'abord prendre la mesure de nos reculs. C'était quoi cette attaque? Alors, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Gus, mais je voudrais en rajouter quelques-unes, qui concernent plus particulièrement la lutte des peuples des pays dominés, donc des pays du Sud, et l'immigration. Première grande dimension, première offensive idéologique importante qu'on a eue, ce qui est courant d'appeler maintenant l'afro-pessimisme. Je faisais un compte, et encore je n'ai pas tout lu, je faisais un compte, on en est à 28 livres qui vont tous dans le même sens. Si ça ne marche pas dans les pays du Sud, si ça ne marche pas en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Congo, etc., c'est pas lié à la colonisation, c'est pas lié aux rapports et aux échanges internationaux, c'est lié à quelque chose qui bloque dans leur culture, comme à la belle époque coloniale. Il y a une véritable offensive idéologique qui est lancée pour qu'effectivement nous abandonnions l'explication des difficultés d'avancer dans nos pays en termes d'égalité sociale, en termes d'échange, en termes de... mais qu'on commence à l'expliquer par ben oui, nous les Noirs, on n'arrive pas, ben oui, nous les Maghrébins, il y a quelque chose qui nous bloque dans notre culture, etc. Et il y a malheureusement intériorisation par une partie des nôtres de ce courant afro-pessimiste. Seconde dimension que l'on peut constater, le révisionnisme autour de deux questions. La question de l'esclavage et la question du colonialisme. Les luttes anticoloniales avaient mis un repère qui était le colonialisme, c'est mauvais. Le colonialisme, c'est quelque chose dont on ne peut pas se revendiquer. En face, on a eu un silence pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on n'en est plus au silence. On a la loi de 2005, c'est pas un hasard, c'est une partie des personnes qui considèrent qu'on peut maintenant de nouveau se revendiquer de la période coloniale. Sur la question de l'esclavage, la même chose. Toutes les thèses, les 3 ouvrages qui sont sortis pour dire, mais vous savez, les Arabes aussi ont eu des esclaves, donc en oubliant les différences entre les deux types d'esclavage, en oubliant les différences d'époque et de caractère industriel, etc. Mais en mélangeant deux phénomènes qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre pour simplement dire que c'est pas si grave que ça. Et donc on a une période, un révisionnisme sur un certain nombre dans ce discours-là. Il y a le retour au discours d'avant les années 80. Si vous voulez rester ici, il va falloir vous assimiler. Et l'identité nationale, j'y reviendrai. C'est bien de ça dont ça nous parle. Donc il y a un retour là aussi au discours assimilationniste de la pure période coloniale, encore une fois. Et puis dernière dimension qui concerne nos enfants, le retour du discours sur la pathologie pour expliquer les questions de l'immigration. Alors un petit retour en arrière, je vous rappelle, pendant des années, c'est pas moi qui le mets en avant, c'est Frantz Fanon qui l'a le premier souligné, on expliquait toutes les revendications des travailleurs immigrés algériens ici, dans la région parisienne, quand il faisait ses études de psychiatrie, eh bien, on lui expliquait par le syndrome nord-africain. C'est sa première prise de conscience, c'était sa révolte contre ce qu'il apprenait dans les cours, ça s'appelait le syndrome nord-africain. Donc il y aurait dans notre cerveau quelque chose qui expliquerait un certain nombre de dysfonctionnements. Ensuite, on a parlé de la sinistrose dans les années 70. Nouvelle théorisation, un peu moins hard, on rend compte quand même qu'on ne peut plus dire la même chose qu'à l'époque coloniale, mais la sinistrose, les immigrés auraient une sinistrose. Leur problème, et en particulier, cette sinistrose, elle se traduisait dans toutes les plaintes des travailleurs immigrés syndicats contre les accidents du travail. Et on a toute une série d'articles, ça se débattait entre médecins du travail, ça se débattait sur la sinistrose des Nord-Africains. Et puis aujourd'hui, on a la théorie sur la question de discrimination vécue par nos enfants,
eh bien, il y a la thèse de la victimisation. Victimisation, c'est un nouveau terme à la mode, ou du ressentiment. Là. Il y a deux concepts qui sont... En fait, ils sont malades. Quand ils disent qu'ils sont discriminés, c'est pas vrai. Ils exagèrent, ils en rajoutent, ils sont paranoïaques. Et donc on a un retour de l'explication en termes de pathologie qui sont faites. Si je dis cela, c'est que ces lignes d'offensive idéologique qui touchent les peuples du Sud et l'immigration s'inscrivent, bien entendu, en se surajoutant à tout ce que tu as décrit en termes de libéralisme, de retour à la tentation du marché pur. Et donc ça se surajoute, ça va dans le même sens. Alors, ça c'est donc au niveau de l'offensive idéologique. Maintenant, regardons où nous en sommes dans la société française. Je voudrais juste souligner deux secteurs qui sont indissociables pour moi. D'abord les milieux populaires. On en est où dans les milieux populaires aujourd'hui? Je citerai, je ne serai pas long pour laisser de la place au débat. Je citerai juste cette phrase du MEDEF. Pardon? Le Front gagne dans les milieux populaires, c'est bien. J'ai pas entendu. Le Front National gagne dans les milieux populaires. C'est deux les années. On y viendra dans le débat, ça. Oui, je citerai juste cette phrase d'un responsable du MEDEF. Hein. Il s'agit de détricoter tous les acquis de 1945. C'est la première fois que l'organisation patronale est aussi claire. Elle annonce son programme. Alors 45, c'est quoi? 45, c'est le moment où le rapport de force, parce qu'il y a eu combat contre le nazisme, a permis d'arracher quelque chose qui est un socle de droit. Alors après, les immigrés étaient un certain nombre d'entre eux, mais justement, il y avait le combat pour pouvoir être traités comme les autres. Et là, il s'agit tout simplement de revenir à avant 45. Et pour moi, c'est la première étape, parce qu'en réalité, derrière 45, c'est 36. C'est l'autre grosse étape. En réalité, le véritable projet des classes dominantes en matière de milieu populaire, c'est de revenir, leur idéal, l'idéal type. C'est quelque chose qui ressemble au capitalisme du XIXe siècle, sans intervention de l'État, etc. Tous ceux qui ont du mal à le croire, parce que ça, je pense qu'une des difficultés de mobiliser, c'est qu'on se dit non, quand même pas. Ils vont quand même pas aller jusque-là. Hein, de la même façon que on se disait, ils vont quand même pas recommencer des guerres coloniales. Il y a eu l'Irak, l'Afghanistan, etc. Mais le débat juste avant l'agression en Irak, il y avait des gens qui disaient, ils oseront pas, quand même pas, ils vont pas retomber dans cette caricature. Et bien sûr, les droits sociaux, c'est exactement la même chose. Il y a leur intérêt économique en termes de profit les pousse à cela, et si la résistance n'est pas suffisante, ils reviendront à avant 36, c'est-à-dire ni retraite, ni sécurité sociale, etc. Ça, c'est du côté des milieux populaires. Du côté de l'immigration, puisque la contribution que nous, on peut apporter à ce mouvement global et à ces milieux populaires, notre contribution dans lesquels nous sommes, c'est en partant de nos propres luttes en tant qu'immigrés et enfants d'immigrés. Du côté de l'immigration, il y a quelque chose d'extrêmement dramatique qui se met en place, qui est l'organisation dans les milieux populaires d'une strate immigrée qui teste jusqu'où on peut aller dans la précarisation. C'est un ballon d'essai de toute une série de mesures pour pouvoir les généraliser ensuite. Alors je voudrais juste les citer, et puis si vous voulez du détail, sur chacun de ces points, j'ai été amené à écrire, donc on pourra y revenir. Sur la question des sans-papiers. Sur la question des sans-papiers, tous les débats sur on ne peut pas les régulariser tous, etc. Parce que juste une chose, des secteurs entiers de l'économie ont été structurés avec un taux de profit qui suppose la présence permanente de sans-papiers. Autrement dit, il n'y aura pas d'expulsion massive de sans-papiers. Même s'ils font leurs 25 000 par an, il faut 16 ans, parce qu'il y a environ 400 000, il faudrait 16 ans en supposant qu'il n'y en a aucun qui rentre. Autrement dit, toute une partie de l'économie est pensée, construite, structurée, pour qu'il y ait une main-d'œuvre sans aucun droit qui fonctionne. Du côté maintenant des immigrés réguliers, ceux qui ont une carte de 10 ans et qui se pensaient protégés, on a quand même de plus en plus de signaux. D'abord, la carte de 10 ans est remise en cause pour ceux qui arrivent. Il faut maintenant 5 fois une carte d'1 an, et encore après, c'est pas automatique, etc. Mais on commence à entendre des propositions à droite sur la remise en cause de la carte de 10 ans pour tous. Et donc on a bien cette idée d'une déstabilisation de l'immigration. Je rappelle, la carte de 10 ans, c'est le résultat d'un long combat. Elle a été arrachée au moment de la marche pour l'égalité, mais les marcheurs, c'était le couronnement de plein de luttes auparavant. C'est une longue lutte, c'est une longue marche que cette carte de 10 ans, c'est le droit à la stabilité. Eh bien, aujourd'hui, cette offensive que décrivait Gus va jusqu'à la remise en cause de ce droit à la stabilité. Et puis, troisième strate, les Français issus d'immigration, nos enfants.
qui n'ont pas immigré, qui sont nés français. Il suffit de cumuler quelques éléments de débat qu'on a. À qui s'adresse le débat sur l'identité nationale? C'est pas aux immigrés, hein. Même si eux, ils seront contrôlés aussi. Hein. C'est alors enfants français. Le débat sur l'identité nationale, ça signifie le passage d'une logique du bouc émissaire, ça l'immigration a toujours été bouc émissaire, à une nouvelle logique. C'est l'ennemi de l'intérieur. Il faut les débusquer. Même quand ils sont français, ils peuvent cacher quelque chose. J'entendais ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu, on reparle de déchéance de nationalité. Alors bien sûr, c'est pour quelqu'un qui avait on dit polygame, etc. Mais en tout cas, l'idée même de dire on va remettre à la mode la déchéance de nationalité, il faut remonter à Pétain pour avoir ça. Hein. Quelqu'un qui est français, on lui enlève sa nationalité. Il faut remonter à Pétain. Et donc on a ce type d'idée qui revient. Et donc le débat sur l'identité nationale, c'est le basculement qualitatif du bouc émissaire à l'ennemi de l'intérieur. Ça n'est pas un petit recul, c'est quelque chose qui indique simplement que si Mohamed et Fatima de l'université française se pensaient français, bien on va venir leur rappeler que, comme à l'époque coloniale, il y a des Français de papier et des vrais Français. C'est ça que ça... L'islamophobie, c'est exactement la même chose. Si j'ai écrit un ouvrage sur le foulard, pour montrer que tout le débat sur le foulard, c'est la construction d'un racisme non respectable, c'est comme ça que je l'appelle, c'est tout simplement, qu'on soit croyant ou non, qu'on soit musulman ou non, c'est pas ça, c'est que derrière ce débat-là, il y a cette idée, ils ne peuvent pas être français comme les autres, parce qu'ils sont musulmans. Et ça rejoint effectivement, hein, je l'écrivais en 2004, donc ça va exactement ce que tu disais, pour moi, l'affaire du foulard, c'est l'acclimatation française des thèses de Newton sur le choc des civilisations. Et si vous regardez bien les termes, on voit bien que même dans les mots, il y a des choses qui sont reprises à ce niveau-là. Et puis, dernière chose sur les jeunes issus de l'immigration, donc les jeunes français issus de l'immigration, vos enfants, nos enfants, eh bien, leur place sur le marché du travail. Leur place sur le marché du travail. Donc je vous renvoie juste à deux études qui viennent qui parlent de manière très nette. Une première étude qui n'a pas été faite par un gauchiste qui s'appelle Saïd Bohama, qui n'a pas été faite par un Gus Massia qui est toujours engagé du côté des dominés, non, qui a été faite par le Bureau international du travail. Vous pouvez la trouver sur Internet, vous tapez discrimination BIT 2008, ou bien immigration, discrimination France. Ah, c'est une enquête sur la France. Le résultat est le suivant. 4 employeurs sur 5, avec même CV, même lettre, même démarche, etc. 4 employeurs sur 5, pas 1 sur 10, pas 1 sur 100. 4 employeurs sur 5 préfèrent le candidat du groupe majoritaire au candidat du groupe minoritaire. Autrement dit, le groupe minoritaire, les Noirs et les Arabes. Donc, 4 sur 5. C'est énorme. Comme dans les quartiers populaires, les jeunes disent la discrimination, c'est ça c'est là-dessus qu'il faut se mobiliser, etc. Et que nous, parce que le gouvernement en parlait, et donc on a été timide, on a été pudique, etc. Je pense que si on veut avoir du lien avec les nouvelles générations, il va falloir poser cette question-là. Parce qu'effectivement, moi je ne fais pas une conférence à un quartier populaire sans que cette question elle arrive en disant mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller brûler les usines, Et si vous regardez un certain nombre de sites de novembre 2005, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a un certain nombre de sites symboliques qui ont été brûlés. Je parle même pas, j'ai entendu vous en parler tout à l'heure, même les Chibani maintenant commencent, les Chibanians commencent à les embêter sur leur dos. Alors, ça c'est la dimension du recul. On en est où? La situation, je dis que s'il y a recul, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort ou de combat. Il y en a plein en réalité. Je pense même que dans beaucoup d'endroits, les bases d'une reconstruction sont présentes. Alors je voudrais juste moi donner quelques éléments qui me permettent de le dire, sur quoi je m'appuie. Premièrement, je m'appuie sur mon expérience certains m'appellent le globe-trotteur des quartiers, parce que depuis 1983, je n'ai jamais cessé, je veux garder ce lien avec les quartiers populaires. J'ai en moyenne une conférence par semaine, c'est pas suffisant pour tirer des conclusions, dans un quartier populaire. Et donc j'ai vu l'essentiel des quartiers qui ont explosé en 2005, je ne peux pas dire tous, parce que 400 c'est beaucoup, mais j'en ai vu beaucoup. C'est effarant la pertinence des questions posées par nos enfants dans les quartiers populaires. Bien sûr avec leurs mots, bien sûr avec... Mais par exemple, l'articulation de la classe et de la race, la question coloniale et la question de la classe, c'est effarant le nombre de fois où dans les quartiers populaires vous avez des gens qui sont en mesure de l'articuler et de le poser, etc. La question du lien entre les parents, les enfants, l'islamophobie, etc. On a toute une série, donc il y a des prises de conscience par en bas, qui sont par contre éparpillées. Ça c'est un autre débat, qui sont éparpillées, qui ne convergent pas, etc.
Second facteur que je voudrais souligner, la liste qui s'est présentée en Ile-de-France complètement autonome, la liste émergence. 12 000 voix. C'est une liste qui n'avait pas un centime. Les jeunes, je les connais, je les ai rencontrés dans deux conférences. C'est vraiment parti d'un petit groupe de jeunes. Ils ont réussi, je ne sais pas combien il y avait de candidats, c'est plus d'une centaine sur la région parisienne, mais ils ont réussi à présenter une liste. Et si vous avez lu leur programme, toutes ces questions sont posées. Ils posent la question de l'égalité sociale. Je dis ces jeunes qui se sont présentés au régional là en Ile-de-France, poser la question, même si on peut être en désaccord sur le fait qu'ils le fassent. Hein. Moi, je pense, pour ces élections-là, je pensais qu'il fallait montrer justement par rapport à la droite des candidatures plus communes, mais en tout cas, eux avaient fait ce choix-là, et dans ce choix-là, ils mettaient en avant la question de l'égalité sociale, la question du droit des migrants, la question des sans-papiers. Toutes les questions qu'on a abordées étaient présentes, et c'est des jeunes qui ne sont pas organisés. C'est des jeunes qui ne sont pas organisés. Autre élément que je voudrais souligner, la question de la mobilisation de la jeunesse dans les campagnes de soutien à la Palestine. Depuis quelques années, c'est un fait qui devient structurel et qui interroge d'ailleurs les organisations de soutien à la Palestine qui n'ont pas l'habitude de travailler avec la jeunesse, qui avaient l'habitude de faire des... je vais être un peu méchant, c'est parce que je suis dedans, hein, donc je me mets dedans. On avait l'habitude de faire des conférences entre nous, des conférences dans les centres-villes, des conférences... Puis là, oui, il y a des jeunes Mohamed et des jeunes Fatima qui ne sont pas ceux qui étaient habituellement dans... qui, par exemple, sur la campagne sur le boycott, beaucoup des actions sont portées par ces jeunes. Ça, c'est un fait structurel. Parce que pour s'autoriser à soutenir la Palestine, soit il faut être sur une culture politique anti-impérialiste de la phase précédente, c'est le cas de beaucoup d'entre nous ici, soit c'est une nouvelle prise de conscience à partir de leur expérience aujourd'hui, et effectivement, on a cette mobilisation. Je ne parle pas des luttes qui durent, les sans-papiers, même si il n'y a pas de victoire massive, mais le simple fait qu'un mouvement subsiste de 1996 à 2010, c'est 14 ans. Ce mouvement, malgré tout ce qui a pu être fait, malgré l'isolement, malgré des grèves de la faim dures, malgré etc., ce mouvement subsiste, continue à se maintenir avec toutes ces difficultés, toutes ces divisions, mais il se maintient. Je ne parlerai pas de l'exemple que viennent de nous donner les anciens mineurs marocains du nord de la France, comme quoi c'est pas l'âge qui donne la force du militantisme, hein, et on a, il me disait ancien combattant, je disais un combattant très jeune, on discutait de ça la semaine dernière, je disais que c'était des combattants très jeunes. Et puis le réseau qui se met en place sur les Chibani. Alors ça fait beaucoup de choses, mais ça fait beaucoup de choses éparpillées. Et c'est effectivement la caractéristique aujourd'hui de nos mouvements. Il y a, je crois, beaucoup de luttes, mais qui sont des luttes qui sont tellement éparpillées qu'on peut se demander quelle est la parole commune qui peut être entendue. Or, cette parole commune, elle est essentielle. Pourquoi elle est essentielle? Parce que je pense qu'il va y avoir une contre-offensive des travailleurs dans ce pays. Je ne peux pas dire que c'est maintenant, demain ou dans 2 ans. C'est inévitable qu'avec ces attaques contre les droits minimums des travailleurs, on va avoir un mouvement social. On va avoir, comme on a eu en 1995, et même et je le souhaite plus fort, on peut avoir une grève générale. On peut avoir des mouvements, comme en Grèce, de manifestations massives, etc. Comment va-t-on faire pour que la question de l'immigration soit posée dans ce mouvement social général? Si nous ne sommes pas capables, dans les mois et les années qui viennent, à structurer une visibilité collective de l'immigration et de ses enfants, il peut y avoir contre-offensive sans que la question de l'immigration soit posée. Ce n'est pas la première fois qu'on a eu des offensives progressistes, mais qui oubliaient l'immigration. Et donc nous ne sommes pas dans une phase où, comme il y a 10 ans, on a des combats et puis il y a des alliés, c'est plus ou moins dur. Non, dans une phase où on peut rater un train, et donc on a besoin de visibilité. Et moi je pense que la principale préoccupation pour passer de la résistance à la contre-offensive, c'est une réflexion autour de la visibilité collective et autour de comment on va aller embêter nos camarades syndiqués de la CGT, de la gauche, de l'extrême gauche et des mouvements altermondialistes sur pas d'offensive sociale qui ne pose pas la question de l'immigration. Par exemple, la question du droit de vote. Nous n'en serions pas là. Enfin, on ne peut pas arrêter la régression, mais il y a toute une partie de la régression qu'on n'aurait pas eue s'il y avait eu le droit de vote. Le débat sur l'identité nationale n'est pas possible dans cette forme-là si les immigrés avaient le droit de vote. Et donc il y a vraiment la question de comment on va arracher. Il y a certains droits qui protègent du recul.
Le droit de vote, ça protège d'un recul trop fort. Il y a d'autres... ça ne règle pas toutes les questions, mais ça protège d'un recul trop fort. Et donc il y a quelques droits... La carte de 10 ans, par exemple, il faut absolument qu'on mène une offensive maintenant pour que les partis de gauche, d'extrême gauche, les intermondialistes, les syndicats disent, si demain on revient au pouvoir, on remet la carte de 10 ans, telle qu'elle était. C'est-à-dire que là, il y a un certain nombre de combats, y compris vis-à-vis de nos alliés, qu'il faut qu'on mène. Sur la visibilité et le combat en termes d'alliance. Et puis, dernière chose, je pense qu'il faut qu'on reprenne. Il faut qu'on reprenne le travail de réflexion idéologique et qu'on reproduise sur ces questions-là, du côté de l'immigration, sur le lien entre immigration et classe ouvrière, sur le lien entre questions sociales et questions immigrées, etc. Ça fait longtemps que des choses n'ont pas été reproduites. Alors il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu les indigènes qui ont produit sur la question postcoloniale, mais ça a été de manière segmentée. Il est temps que l'on puisse reprendre une dynamique de réflexion théorique militante, je dis bien les deux, théorique et militante, et donc c'est un autre chantier de la résistance. Et quant à la question des jeunes, oui, nous avons à ouvrir le chantier de la lutte contre la discrimination, parce que sinon une partie de la jeunesse ne pourra pas se sentir concernée, parce qu'on va dire, parce que eux, leur première préoccupation à 20 ans, c'est j'arrive pas à trouver du boulot parce que je suis arabe. Voilà ce que je voulais vous dire pour enclencher le débat. Merci. Voilà, merci Saïd. C'est vraiment aussi dense, aussi riche. Donc on a deux éclairages intéressants, instructifs. Je pense que là maintenant on va pouvoir échanger quelques questions, propositions, suggestions. Et donc, je pense que les préconisations par lesquelles a terminé Saïd, enfin, sont parlantes, à mon humble avis. Hein, il est question de remise en cause un peu généralisée, stigmatisation, criminalisation, etc. Et la nécessité quand même de je sais pas quoi, mettre en place une stratégie, enfin, je vais le dire avec mes mots, pour une visibilité, pour une cohérence, pour tisser des alliances, des partenariats, etc., pour pouvoir faire face à ce nouveau contexte qui est quand même de plus en plus un peu dur quand même, hein, pour les classes d'en bas, comme on dit. Voilà. Quelqu'un se lance. Bien, monsieur. Monsieur. La vie dans les entreprises, c'est malheureusement une aliénation. La vie dans les entreprises est malheureusement une aliénation sociale de tous les instants. Je vais citer un passage d'un auteur oublié, Maxence van der Merch, qui a été mis en index par l'Église parce qu'il est beaucoup trop indépendant. Et il parle dans son livre Quand les sirènes se taisent, d'un contremaître qui est en présence dans une entreprise textile d'une femme qui veut rentrer. Bon, comme elle n'a pas l'habitude du travail, son travail est mal fait. La jeune femme dit au contremaître, monsieur, il faut bien vivre, et le contremaître lui répond, je suis tout à fait d'accord, mais si je te recrute, c'est moi qui perds ma place. Voilà, l'aliénation sociale dans le travail. On prend quelques questions avant de répondre. Merci de ces interventions qui sont tellement complémentaires. Merci Saïd. Donc, je ne vais pas être long, je vais juste rappeler une chose. Vous avez parlé du néolibéralisme. Oui, vous avez parlé du néolibéralisme financier, mais il y a une chose qui a été oubliée, ce qui fait la dangerosité de cette phase de néolibéralisme, c'est sa conjugaison avec le néo-racisme. Donc, le racisme du 19e siècle, c'est fini, hein, blanc, mais, ou non blanc. Mais le néo-racisme, c'est autre chose. Et ça se manifeste tellement dans des structures supranationales, comme celle de l'Union européenne. On le remarque, certaines formes de discrimination par rapport à des pays de l'Est, et puis sans parler des gens qui sont issus du Sud, qui sont européens du Sud. Donc, ça c'est très important parce que c'est là que
je trouve un parallélisme entre votre analyse et celui de Emmanuel Wallerstein sur les forces antisystémiques qui peuvent ébranler le système néolibéral, même ça paraît au niveau des apparences tellement puissant, mais je pense que la crise de l'année dernière est un élément révélateur sur la fragilité même de ce système. Et la question de la conjugaison du mouvement altermondialiste et du mouvement social, la problématique qui se pose, c'est une question de débauché politique. Le débauché politique de ce mouvement. Hein. Donc, est-ce que le débauché politique est lié à la complexité de la diversité ou bien c'est lié au pessimisme intellectuel? Et c'est là, si on va reprendre les efforts les contributions sur l'altermondialisme, on peut aller plus loin, même de point de vue théorique, on peut voir ce qu'a dit Antonio Gramsci dans les prisons, hein, devant le pessimisme intellectuel, il faut opposer l'optimisme de la volonté. Voilà. J'aimerais bien, parce que quand on parle enfin, c'est qu'il faut qu'on résiste, si on connaît envers quoi il faut résister d'une façon très claire, quelles sont les méthodes utilisées par l'autre, on peut trouver quand même des astuces et on peut résister d'une manière efficace. Aux États-Unis, on connaît quand même les néoconservateurs, on connaît quand même comment ça se passe, un petit peu le lobbying, il est quelque part déclaré. Obama, on voit qu'est-ce qui lui arrive actuellement et tout. Mais moi, ce qui me pose question, c'est en France. En France, comment c'est organisé? On voit la droite comment elle est. Qu'est-ce qui se passe quelque part? Pourquoi, malgré tout ça, il gagne et il avance plus vite que nous? J'ai envie de poser une réponse, enfin, s'il y a une possibilité de... Merci. J'ai envie de hurler parce que depuis quelque temps, tous les jours, nous sommes mis à l'index au niveau des médias français. On a eu les minarets, on a eu le kebab, le quick halal, on a eu la burqa, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on a la polygamie. Tous les jours, nous sommes mis à l'index par cette islamophobie que je ne supporte plus. C'est comment? Parce que demain, on va nous mettre une étoile jaune sur la poitrine, comme on l'a fait à partir de 1939. C'est comment peut-on lutter ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une conspiration entre deux fondamentalismes des intégristes de la laïcité et puis nos compatriotes, ce que j'appelle les intégristes religieux, parce que nous avons tous des convictions religieuses sans qu'on en fasse des chevaux de bataille. C'est comment, en tant que religieux, je trouve qu'on se trouve entre le marteau et l'enclume, personnellement. Hein? Parce que j'ai entendu les nanas de Ni pute ni soumise ce matin à la radio et à la télévision sur cette histoire de polygamie, mais c'est désastreux. Donc on va arriver à diviser les musulmans entre eux. Donc c'est comment lutter contre ça, quelle attitude avoir, comment se mobiliser collectivement pour que tout ça s'arrête, parce que moi ça me met mal à l'aise et ça me fout en rage au quotidien. Ils ont parlé de toutes les sortes de résistance. C'est un point de l'histoire, c'est l'histoire des pays qui ont été colonisés par les puissances. Mais actuellement, on parle de l'immigration. Et ce que je veux savoir, quelle est la stratégie qu'on peut, par exemple, pratiquer pour avoir une résistance, non-résistance ici en France, parce que pour moi, on vit dans un pays qui a le droit de l'homme quand même, qu'on peut réagir avec une haute voix de demander nos droits, mais le problématique qu'il y a, c'est qu'on est divisé, mais il y a des gens qui représentent l'immigration par rapport au gouvernement français. Ça veut dire le gouvernement français, c'est avec eux où il pose sa stratégie de l'immigration. Alors, pour nous, quelle est la façon qui sera peut-être un peu éveillée, parce que les essais qu'ils étaient, ça fait 20 ans, par des bilans, malgré que les gauches ils étaient au pouvoir, et qu'on cherche ce qu'ils ont donné à l'immigration,
c'est même pas un pourcentage que les droites elles ont donné. Ça veut dire que cette stratégie, elle va se baser sur quelles conditions et aussi comment elle va être représentative par des chercheurs dans les problématiques de la défaillance de l'immigration. Si on parle actuellement de la résistance, ça veut dire que quelque part il y a eu un recul. Pour moi, c'est qu'on reçoit des coups, les coups pleuvent de toutes parts, et on a du mal à se protéger, quoi. Il faut qu'on résiste, en attendant de passer à l'offensive. Tu as parlé d'un certain nombre de repères idéologiques, il faut appeler les choses par leur nom, mais tu n'as pas développé la question des alliances. Donc le cadre organisationnel, les alliances, etc. Si tu peux, quelques pistes, il y a quelques pistes, je sais que qu'il n'y a pas de recettes toutes faites, etc. Mais quelques pistes de réflexion, s'allier, mais avec qui, pourquoi, dans quel objectif et pour quelle raison, pour quelle cause également. Voilà. Et pour moi, ça c'est des termes déjà de résistance. Déjà quelque part, donc la résistance est continue. La question que je me pose, est-ce que ces mots ne risquent pas de user les militants? Parce que ça sent un peu l'usure aussi, quoi. Un peu un état de fatigue, quoi. Parce que faire que ça, ça devient... Voilà. Je pense qu'on va... Pour nous rassurer. C'est pas parce qu'on est mauvais qu'on en est dans cette situation-là. Hein. C'est pas seulement parce qu'on n'a pas su construire des offensives. C'est pas seulement parce qu'on a été des mauvais militants. Peut-être qu'on a fait des erreurs et qu'il faut les regarder, etc. C'est pas pour ça. Hein. Il faut prendre la mesure de l'ampleur de l'offensive. On a été attaqué de manière... il faut remonter à très loin pour vivre une attaque comme ça. Il faut remonter à l'offensive des années 40. Et tu avais raison de souligner tout à l'heure que pour l'Union soviétique, par exemple, on ne peut pas comprendre comment ça s'effondre si on ne prend pas en compte la course aux armements, qui est une des attaques, une des intelligences de l'ennemi qui a été particulièrement forte. Donc, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est parce que l'attaque est d'une ampleur qui est particulièrement forte. Et pour vous dire ma pensée, je suis très optimiste. Frantz Fanon disait, je pense que c'est quelqu'un qui, moi je le redécouvre vraiment beaucoup aujourd'hui, il est d'une actualité brûlante, malgré qu'il est décédé dans les années 60, début des années 60. Frantz Fanon disait que la colonisation, ça ne touche pas seulement les pays et les peuples colonisés, c'est pas dans le même sens que ce que disait Aimé Césaire tout à l'heure, mais que ça détruit aussi les peuples et les pays colonisateurs, sur leurs repères idéologiques, etc. Je suis persuadé que ce qui est en train de se jouer là, aujourd'hui, alors après, j'ai un certain nombre d'arguments, mais on n'a pas le temps de les développer, sauf si vous voulez qu'on y revienne, je suis persuadé qu'en termes de questions sociales, le mouvement social qui va apparaître dans la prochaine année sera de grande ampleur, c'est-à-dire qu'il va poser les questions de fond, et ça va dans le sens de ce que disait Gus sur ce qui se construisait et les débats dans le mouvement intermondial. Et qu'en ce qui concerne l'immigration, ça n'est pas simplement la conquête d'un nouveau petit droit, pas tout petit. C'est comment on va changer, c'est ça pour moi maintenant le débat, comment on change les manières de penser l'immigration du côté de ceux qui étaient proches de nous, de ceux qui se disent progressistes, à gauche, révolutionnaires, etc. Parce que, en réalité, l'immigration toute seule ne peut pas changer son sort. Heureusement, notre intérêt va dans le sens de l'intérêt des milieux populaires. Le problème, c'est qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils ont toute une série de représentations. Parce qu'il y a l'héritage d'un cadre, d'une mentalité collective, qui les empêche de voir cette dimension d'intérêt. Alors ça va dans le sens de ce qui était souligné tout à l'heure, pour répondre à votre question. Vous disiez la mentalité des entreprises aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ce qu'a décrit Gus tout à l'heure, si on devait le résumer, dans les rapports humains? Ce néolibéralisme, c'est quoi? C'est l'organisation de la concurrence entre travailleurs. C'est ça. Il s'agit d'organiser la concurrence maximum entre travailleurs français et travailleurs immigrés, mais aussi entre travailleurs français issus de l'immigration et travailleurs français d'une immigration plus ancienne, mais aussi entre femmes et hommes, entre jeunes et vieux. C'est ça ce qu'ils sont en train de construire. C'est l'organisation de la concurrence entre travailleurs. Et on sait aujourd'hui, par des travaux, en un centre de recherche, par exemple, j'ai juste cité les résultats d'une recherche, aux États-Unis, une équipe de chercheurs s'est intéressée à regarder quelle était la
la meilleure situation, est-ce que c'est dans les États, donc meilleure situation pour les travailleurs blancs? Est-ce que c'était dans les États dans lesquels il y avait beaucoup de discrimination que les travailleurs blancs avaient une meilleure situation, ou est-ce que c'est dans les États où il y avait peu de discrimination à l'encontre des Noirs? Eh bien, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que c'est dans les endroits où il y a moins de discrimination que la situation sociale des travailleurs blancs est la meilleure. Autrement dit, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Quand on attaque l'immigration, c'est pour tester des formes de travail, de précarité, qu'ensuite on généralise, une fois que c'est acclimaté, on généralise aux autres. Et c'est toute notre force, parce que très franchement, s'il y avait une divergence d'intérêts, eh bien très franchement, je vous dirais, même si c'est invivable, allez, on prend nos bagages, on retourne au pays, hein, même si c'est sociologiquement irréaliste. Mais c'est parce qu'il y a une base économique qui fait, et c'est pour ça que l'idéologie c'est important, qui fait que l'intérêt économique de ceux qui ne sont pas issus de l'immigration converge. Simplement, il y a des grilles idéologiques qui empêchent de saisir cette dimension-là. Sur la question de la stratégie, un premier élément sur la stratégie, c'est de regarder la dimension de ce que je disais tout à l'heure sur la visibilité. Je n'ai pas de recette, hein, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à quelle forme de visibilité dans les mois et les années à venir. Pour un diagnostic que je mène sur, je suis en train de mener un travail d'enquête sur les discriminations vécues par les femmes issues de l'immigration, spécifiquement les femmes. Toutes les personnes issues de l'immigration vivent une discrimination, mais quand on est une femme, c'est les boulots, je ne vous dis pas lesquels, hein. Les hôtels, avec 3 lieux de travail, le travail domestique, c'est le nouvel esclavage, hein, puisque là, on est directement avec la patronne qui est à la maison, parce que généralement c'est les femmes qui regardent si on fait bien le ménage, etc. Donc il y a des nouvelles formes de travail. Pour faire ce travail-là, j'ai reconstruit statistiquement, j'ai essayé de mesurer, il y avait combien de personnes issues de l'immigration. Les statistiques nous donnent les personnes de nationalité française, mais ne nous donnent pas. Et donc j'ai essayé de les mesurer en faisant de la reconstruction statistique. 9% de la population française, si je ne compte que l'immigration maghrébine et l'immigration d'Afrique subsaharienne. Je ne pouvais pas compter les personnes des dom-toms qui vivent des discriminations, qui font partie des mêmes situations, etc. Et donc, ce n'est pas une petite chose, 10%, enfin 9%. 9% de la population, si vous ramenez au milieu populaire, c'est-à-dire les endroits où il y a une alternative qui peut naître, les endroits où il y a, justement, ces quartiers qu'on stigmatise, etc., eh bien oui, on est sur du 25-30% du milieu populaire. Et ça, ben oui, ça, comment on va le visibiliser? Pour moi, le chantier, c'est réfléchissons. Je n'ai pas d'idée, mais on peut faire. Il faudrait qu'on se fasse une séance uniquement là-dessus, en réunissant toutes les associations sur comment on visibilise quelque chose. La seconde chose, c'est la dimension, sur la stratégie, c'est la dimension. Après tout, ça se fait ailleurs. Moi, je le fais dans d'autres espaces. Je le fais dans le mouvement intermondialiste, puisque c'est la notion de front. Notion de front. On est quand même fort dans l'immigration pour être plus sévère entre nous qu'avec l'ennemi. Il y a les indigents de la République, quand ils parlent du MIP, c'est des nuls. Il y a le MIP, quand ils parlent de la République, c'est rien du tout. Il y a les deux, quand ils parlent des associations plus anciennes, oui, mais eux, ils sont pas dans les quartiers. Il y a peut-être là de nouveau, pour les plus anciens, je vois quelques têtes, c'est vraiment pas par nostalgie, il faudra qu'on réinvente les dynamiques de préparation de mémoire fertile, vous vous rappelez? Ben, je pense qu'il y a sans doute une phase, non pas pour déboucher forcément sur la même chose, hein, mais en tout cas l'idée d'un front. Refaire un front, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout dans l'immigration. Et, je dis bien, pour moi, c'est plus la question de la nationalité qui compte là. Il y a l'immigration et ces enfants français qui vivent des situations également d'inégalité. Et donc, il y a une dimension de front à penser, il n'y a pas besoin d'être d'accord sur tout. On peut avoir une plateforme qui nous unit. Et après, c'est très bien que chacun continue, que les indigènes continuent à travailler sur la post-colonie, que le MIP continue à travailler sur ce que c'est que la dimension quartier populaire. C'est très bien qu'il y ait une diversité d'approche, à condition qu'il y ait une matrice commune qu'on construit. Et donc moi je serais, donc second élément, c'est pas une réponse, hein, c'est une piste. Second élément, est-ce qu'on ne peut pas lancer l'idée d'un front de toutes les sensibilités liées à l'immigration, sauf celles qui jouent le jeu de nous assommer. Mais de côté, toutes celles qui mangent avec le néolibéralisme et qui, Rachida Dati et compagnie, on ne parle pas de ces personnes, on parle bien de ceux qui défendent des droits, l'égalité des droits pour les immigrés. Alors, est-ce que le militantisme sérieux, vous savez, je suis persuadé du contraire. Je pense que s'il y a un certain endroit dans lequel on sent une fatigue,
c'est parce qu'on a mis un peu de côté la dimension militante. Et je reste persuadé que le renouvellement des associations vient du militantisme. Et donc, en tout cas, moi, je ne sens pas, pourtant je n'ai pas de piqûre, hein, je ne sens pas de fatigue du militantisme, je sens de la fatigue liée à la fatigue physique, mais ce n'est pas de la fatigue morale, de la fatigue... et je ne vois vraiment pas comment on pourrait se fatiguer à un moment où on voit que même on voit les anciens mineurs marocains, que même avec des situations de ce type-là, ils sont contraints à leur âge de bouger. Puis je terminerai, pour laisser la parole sur d'autres choses, je terminerai sur cette belle phrase de Victor Hugo, hein, vivre c'est lutter. Vivre c'est lutter. Alors, ne pas être fatigué, si ça veut dire mourir, moi je préfère vivre. Voilà. Merci Saïd. Bon, bien, écoutez, je pense que effectivement Saïd a dit énormément de choses. Bon, je vais juste, je suis totalement d'accord avec lui. Bon, le militantisme n'use pas, mais évidemment, à certains moments, il peut épuiser. Ça, c'est vrai. Mais il y a plusieurs années, nous avions créé une école ouvrière et paysanne, et nous avions une séance dans cette école ouvrière et paysanne, et on avait passé 10 jours ensemble, et les gens étaient venus avec leurs enfants. Je raconte cette histoire parce que... Et donc, pendant toute l'école, les parents passaient leur temps à dire « Oui, quand même, notre militantisme, ça veut dire que les enfants, nous les avons sacrifiés, etc. » Et le dernier jour, les enfants nous ont fait un cadeau, ils ont joué une pièce, hein, parce qu'il y avait effectivement un animateur, enfin, c'était un peu classique. Et là, les enfants nous ont dit « Écoutez, le pire pour nous, ça aurait été d'avoir des parents qui acceptent tout. » Nous sommes fiers de nos parents, et comme nous voyons nos amis, avec les gens qui rentrent à la maison, regarder la télé et qui acceptent n'importe quoi, eh bien nous sommes contents de ce que vous avez fait. Voilà. Je résume, mais il faut quand même qu'on sache ça. C'est quand on est debout hein, qu'on survit, hein, disons d'une certaine manière. Enfin, voilà, donc je pense, parce que souvent, nous culpabilisons hein, par rapport à nos enfants, etc. Et il faut discuter avec eux. Il faut voir, finalement. Voilà. Bon, donc ça, c'était simplement... Mais je pense que c'est une question réelle. C'est vrai que c'est pas le militantisme qui est important, c'est l'engagement. On ne peut pas vivre sans s'engager. On ne peut pas accepter qu'à côté de soi, il y ait de l'humiliation. S'il n'y a pas de dignité, on est directement soi-même concerné. Et ça, je pense que c'est vraiment le fond de l'engagement. Donc le fond de l'engagement, voilà. Et donc, je pense qu'on peut être fier de... Voilà, bon, ça c'est une petite contribution en passant. Alors, il y a eu plusieurs... je ne vais pas reprendre les questions auxquelles Saïd a répondu. Je vais reprendre une question sur néolibéralisme et racisme et sur les débouchés politiques. Alors, bon... il y a toujours eu du racisme, mais évidemment le racisme ne joue pas le même rôle suivant les différentes situations. Donc dans le néolibéralisme, quelle place joue le racisme et comment est-ce qu'il joue il joue une place un peu particulière parce que quelle est la logique du néolibéralisme? La logique du néolibéralisme, c'est il faut de la croissance. Parce que quand on a de la croissance, on peut à ce moment-là créer de l'emploi, lutter contre les inégalités qui nous permettront de réduire les discriminations. Voici. Ça, c'est ce que nous entendons toute la journée. Bien, alors, effectivement, en réalité, c'est un discours qui marche très très bien. D'abord, même un dirigeant pas très intelligent, il peut faire ce discours-là, et il peut comprendre que lutter pour la croissance, c'est ouvrir son pays au marché mondial. Voilà, c'est simple. Donc tout ce qui est bon pour le marché mondial est bon pour mon pays, tout ce qui est mauvais pour le marché mondial est mauvais pour mon pays, donc qu'est-ce que je fais? J'ouvre le pays au marché mondial. Donc vous voyez, c'est un peu facile. Or, en réalité, maintenant, nous savons, c'est les luttes qui ont permis de montrer que ce n'est pas vrai. Premièrement, la croissance ne crée pas d'emploi. Au contraire, plus il y a de croissance dans le néolibéralisme, pas dans la période d'avant, plus il y a de chômage.
La France était un pays 2,5 fois moins riche en 1980. Et il n'y avait pas de chômeurs, ou enfin il y avait 7% de chômeurs. Donc, la croissance n'a pas diminué le chômage. Et d'autre part, la croissance ne permet pas de lutter contre les inégalités, elle les crée. Puisque, effectivement, ce type de croissance crée des inégalités. Et évidemment, les inégalités se construisent sur les discriminations. On a plus de chances d'être pauvre si on est femme d'un milieu populaire, si on est immigré, si on est jeune d'un milieu populaire, etc. D'où, ce qui est très important, c'est de faire une proposition par rapport à ça. Ça, c'est une bataille idéologique dans le débouché politique. Quelle est la proposition qu'il faut faire? C'est de dire, nous pensons que c'est un mensonge ou une erreur, peu importe, hein, de dire qu'il faut lutter pour la croissance, pour lutter contre les inégalités, pour lutter contre les discriminations. Nous proposons l'inverse. Il faut lutter contre les discriminations, ce qui permet de réduire les inégalités et qui permettra de construire un autre type de croissance. Ah, vous voyez, donc là, on rentre dans un débat politique, y compris avec la gauche notamment, y compris même avec certains des gens qui sont tout à fait proches de nous, et qui sont quand même très attirés par ce discours simple, hein, à la limite. Donc, disons ça, la lutte contre les discriminations, c'est le fondement. Et donc, la lutte contre le racisme, pour nous, s'inscrit dans l'ensemble des luttes contre les discriminations. Ça, je crois qu'il faut vraiment marteler cette idée. Il y a une bataille, une offensive idéologique du racisme, évidemment, mais justement, ramenons cette offensive idéologique à ce à quoi elle sert. Construire les discriminations pour permettre l'exploitation. Ben, je crois que ça, là, à partir de ce moment-là, et donc, effectivement, Fatima a raison, on est confronté à cette question de l'islamophobie, qui est utilisée comme une arme, évidemment, comme une arme. Et donc, nous devons la combattre et montrer que cette islamophobie, eh ben, c'est une forme de racisme qui est nécessaire pour pouvoir construire des discriminations qui sont utiles. Donc, je pense, c'est pas une bataille facile, ça je sais, et on ne peut pas la mener seul. Et par rapport à ce que tu as dit à un moment donné, est-ce qu'on pourra la mener plus facilement à partir de l'idée de l'unité des musulmans? Ou est-ce qu'on pourra la mener plus facilement à partir d'une unité plus large? C'est une question qui est posée, je n'ai pas de réponse, mais je vous dis, cette question est posée. Et effectivement, parce qu'une des manières pour l'islamophobie de s'inscrire, c'est de dire, il y a les musulmans, il y a les autres. Non, il faut dire non. Non, pas du tout. Il n'y a pas les musulmans, il y a les autres, il y a tout le monde. Il y a les exploiteurs, il y a les autres. Et donc, effectivement, on modifie, je pense que c'est un élément qui est très important. C'est de la même manière que la question les luttes des femmes nous ont beaucoup appris. Par exemple, pendant très longtemps, moi-même je disais, la démocratie, c'est le respect des droits des minorités. Et puis, c'est des mouvements de femmes qui m'ont dit, mais attends, mais nous, on est des femmes, on n'est pas minoritaires. Et pourtant, on nous traite comme une minorité. Donc, nous voulons remettre en cause l'idée de minorité. Nous ne voulons pas qu'on nous donne plus de droits parce que nous sommes une minorité. Et donc, sur la question de l'islamophobie, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Nous ne sommes pas pour qu'on nous reconnaisse comme des musulmans qui ont des droits parce qu'ils sont une minorité. Non, nous voulons les mêmes droits que tout le monde. Et c'est l'intérêt de tout le monde d'avoir les mêmes droits que tout le monde. Parce qu'on sait très bien que chaque fois qu'on attaque une fraction du peuple pour diminuer ses droits, tôt ou tard, c'est l'ensemble du peuple qui le subit. Donc ça, on le sait. Alors, il y a une autre question qui était posée, justement, je ne sais plus qu'est-ce qui posait ça, c'est comment résister et la question des alliances. Il faut être très sensible aux nouvelles formes d'engagement et aux nouveaux mouvements. Parce que ces nouveaux mouvements, ils ne se font jamais comme on pensait que devaient se faire des mouvements. Par exemple, je prends un exemple. RESF. C'est un nouveau mouvement. Et ce mouvement est très intéressant, parce que parfois, dans RESF, il y a des gens qui sont racistes.
mais qui pensent que, quand même, pas du racisme de proximité. Ils ont une idéologie comme ça, ils sont assez d'accord avec des idées globales qu'ils entendent, mais quand on attaque quelqu'un qu'ils connaissent et le parent d'un enfant de leur école, ils sont prêts à se mobiliser. Voilà un mouvement qui démontre qu'il y a des formes de mobilisation auxquelles on n'avait pas pensé. Bon, je peux même vous donner un autre exemple d'un autre type de mouvement. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait « Oui, mais alors, tu vois, maintenant, tout ça, c'est très bien, mais ça, c'est votre génération, mais... et les nouveaux mouvements, c'est quoi ?» Je dis « Mais je vais prendre un exemple d'un nouveau mouvement. Le mouvement des logiciels libres. C'est un nouveau mouvement. Ce mouvement, c'est un mouvement bizarre. Il est basé sur une idée d'individualisme. Quand vous voyez une réunion des gens de logiciels libres, ils sont chacun devant leur ordinateur, et même dans la même salle, ils parlent d'ordinateur à ordinateur. Bon, vous verrez que dans ce mouvement des logiciels libres, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de racisme. Vous verrez énormément de gens de toutes les catégories de jeunes, mais c'est très jeune, qui effectivement ont la culture générationnelle d'Internet et qui fonctionnent sur Internet. On essaye de réintroduire le racisme et la discrimination. Mais ce mouvement, lui, il ne l'a pas. Et pourtant, c'est un mouvement qui pose la question de la gratuité, qui pose la question, qui a réussi même à ringardiser Microsoft, qui a même gagné des victoires. Donc, regardons les différentes formes de lutte et d'engagement. Ne croyons pas qu'il n'y a plus de lutte parce que les luttes telles que nous les avons menées ou telles que nous les menons sont plus faibles ou moins importantes, etc. Je crois que ça c'est... Alors maintenant, il y a la question du débouché politique et pourquoi la droite gagne en France. Alors, bon, là, le problème c'est que il y a un débat tout à fait général sur les issues de la crise. En réalité, la crise est tellement forte qu'elle pose une question de quelle est l'issue de la crise. Et donc, nous avons deux issues en même temps. Il y a une issue de la crise, c'est de remplacer le néolibéralisme par une autre forme de capitalisme qui serait plus proche de la forme de capitalisme de 45-80. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le Green New Deal, le New Deal vert. Donc il y aurait un peu plus de redistribution sociale, il y aurait un peu plus d'écologie, etc. Mais, probablement, d'ailleurs, c'est toi qui citais Wallerstein, je crois, Wallerstein dit, mais non, il n'y a pas que la crise du néolibéralisme, il y a aussi la crise du capitalisme lui-même qui est posée. Mais évidemment, la crise du néolibéralisme, c'est les 5 ans à venir. La crise du capitalisme, c'est quelque chose de beaucoup plus long, parce que c'est une crise des formes des 300 dernières années. Hein, donc c'est plus long. Mais il y a des formes actuelles de débouchés, disons. Dans les sociétés actuelles, il y a des choses qui naissent, qui sont déjà des formes de dépassement, des formes d'émancipation concrète. Actuellement, c'est la montée en puissance du conservatisme de guerre. C'est la déstabilisation, c'est la lutte contre les libertés. Voilà. Et vous savez, dans le néolibéralisme, à un moment donné, il y avait une question qu'on posait, on disait toujours, est-ce que Madame Thatcher, elle est néolibérale pour liquider les syndicats ou est-ce qu'elle veut liquider les syndicats pour faire du néolibéralisme? Évidemment, les deux. Mais elle est quand même, son idée, c'était quand même une idée conservatrice. Donc, il y a des gens qui veulent lutter contre les libertés, c'est ça. Et ça, Saïd a tout à fait raison, ça fait partie. Mais la bataille idéologique, elle se fait que par les résistances concrètes, sociales, des migrants, etc. Par exemple, ça fait une des grandes défaites que nous avons subies. C'est auparavant dans la lutte contre le racisme. Auparavant, il y avait une idée qu'il n'y avait pas de base scientifique au racisme. Et maintenant, nous avons beaucoup de scientifiques qui disent, alors vous savez, les inégalités sociales, en fait, c'est des inégalités génétiques. On est pauvre parce qu'on est fragile. Donc on est un peu responsable si on est pauvre. Et donc toute l'idée de la tolérance zéro, c'est l'idée de ça. C'est l'idée, il faut lutter contre les incivilités, il faut lutter contre les pauvres, disons, c'est d'une certaine manière. Donc il faut regagner les batailles par rapport à ça. Et c'est là qu'on va trouver nos principaux alliés. C'est-à-dire des gens qui vont se rendre compte que, bon, moi je dis souvent dans le meeting, la tolérance zéro, c'est l'intolérance totale. Vous n'avez qu'à dire que vous êtes intolérant. Ah non, on n'est pas intolérant.
Mais on est pour la tolérance. Ben alors voilà, discutons. Donc qui est-ce qui est contre l'intolérance? Voilà, c'est ça l'alliance. Essayons de regrouper tous ceux qui sont contre l'intolérance, parce qu'ils savent ce que ça veut dire et que ça peut les toucher eux-mêmes. Et donc cherchons les formes qui permettent de créer des alliances sur la question des libertés. Et puis, sur la question des migrations, là, mettons en avant une idée très importante, c'est que les migrants ne sont pas des victimes. Les migrants sont les acteurs du monde à venir. Que les gens le veuillent ou pas, le monde à venir, c'est eux qui montrent. D'ailleurs, c'est très simple. Hein. Qui est-ce qui construit les sociétés? Leurs sociétés en partant et en continuant à l'aider, et les sociétés dans lesquelles ils arrivent. Qu'est-ce qui ont le plus d'initiative? Ce sont les migrants. Donc, reconnaissant que la bataille que nous devons mener, c'est la légitimité des migrants pour construire un monde au-delà des frontières. Ça ne veut pas dire un monde sans identité, etc. Mais, voilà. Et donc ça c'est une bataille difficile, mais très passionnante. Bien, merci. Donc, Je suis exprès. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes attaqué, un des mécanismes, c'est de retourner le stigmate. Ah, tu me dis que je suis musulman? Tu me vois que comme musulman? Tu ne me vois pas comme ton égal, comme celui qui a des droits, etc. Je suis que musulman? Eh bien, oui, je suis musulman. Eh bien, cette réaction-là, c'est ce qui explique pourquoi il y a eu, à mon avis, une montée des associations musulmanes. Et donc, ça disparaîtra. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Il va falloir qu'on travaille avec ces associations. Alors après, il faut regarder, hein, il y en a certaines d'entre elles qui sont pour moi des vecteurs du libéralisme économique, donc je n'ai pas travaillé avec elles. Mais pour d'autres, on a travaillé dans le passé avec la JEC, Jeunesse ouvrière chrétienne, ça gênait personne. Pourquoi on ne travaillerait pas avec l'association des jeunes musulmans à condition qu'effectivement leurs pratiques soient des pratiques qui ne soient pas des pratiques réactionnaires, etc. Mais surtout, si on veut qu'un jour les gens se définissent par leur statut social, parce que c'est ça la réalité de nos vies, eh bien, il va falloir faire diminuer l'égalité et l'islamophobie. Donc, il faut reprendre le débat à l'envers. Est-ce qu'il faut saisir la justice? Toutes les formes de lutte sont bonnes, même si la justice donne des résultats scandaleux à certains moments, mais justement, ça visibilise tous les endroits où il y a eu un collectif suite à un crime raciste. Même quand la justice, après un acte qui était un jugement qui était scandaleux, ça a mobilisé, ça a crié, les médias en ont parlé. Si vous comparez ça à tous les crimes racistes pour lesquels on n'a pas pu avoir de ce type de collectif, où ça a été le silence, eh bien vous verrez bien que la seule manière d'avancer, bah oui, c'est de saisir tout ce qui existe comme moyen, et la justice, c'est un moyen comme un autre à utiliser. merci. Voilà, très bien. Vraiment, je suis d'accord à 100%. Sur la question de la justice, il ne faut pas oublier les contradictions de la justice. Donc il ne faut pas attendre de la justice qu'elle dise la vérité. Il faut s'appuyer sur ceux qui, dans la justice, par exemple le syndicat de la magistrature ou autres, se battent pour quelque chose. Nous, j'ai participé, d'ailleurs j'y étais ce matin, à l'observatoire du stress des salariés de France Télécom. Bien, on a saisi la justice systématiquement, et au bout de quelques temps, je leur disais, mais ça ne sert à rien. Et puis, il y a 2 semaines, on a obtenu qu'un tribunal, d'ailleurs ce sera peut-être remis en cause, ça ne fait rien, accepte l'idée que l'organisation du travail est une des causes du stress. Vous vous rendez compte? Mais il a condamné personne encore. Mais c'est quand même une victoire idéologique. Parce que réellement, il y a quelque chose qu'on dit qui devient affirmé, hein, dans lequel on peut s'appuyer pour faire d'autres choses. Donc, c'est vrai, la justice, c'est un moyen parmi d'autres. Il ne faut pas lui attribuer de... Alors, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, mais je vais être vraiment très bref. Le mouvement altermondialiste, mais évidemment, le mouvement altermondialiste, il n'a pas gagné, ce n'est pas tout. Mais c'est pour ça que je le faisais comme un mouvement historique. Est-ce que le mouvement ouvrier a tout gagné? Ben non, on est toujours dans le capitalisme. Mais le mouvement ouvrier, il y a des moments où il a connu des victoires, il y a des moments où il a connu des défaites, etc. Et le mouvement altermondialiste, ce n'est pas en Europe qu'il est fort. Au début, oui, en France et en Italie. Mais l'autre jour, on était à Porto Alegre, et il y a vraiment une des militantes italiennes les plus extraordinaires que je connaisse, qui a dit aux Brésiliens et aux Indiens, parce qu'en Inde, il est très très fort, qui étaient là, écoutez, jusqu'à maintenant, on a construit ça ensemble, et maintenant, c'est à vous de nous aider. Parce que nous, en Europe, on est dans une situation terrible du point de vue des mouvements sociaux. Alors évidemment, elle, en plus, elle parlait de Berlusconi, donc c'était clair ce qu'elle voulait dire. Hein.
Et donc, effectivement, c'est vrai, nous avons une situation en Europe difficile. Il y a un désenchantement dans les mouvements parmi les militants, parce que l'Europe, d'une certaine manière, est en régression dans sa crise par rapport à la situation mondiale. Et donc même le mouvement intériorise ça. C'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de luttes, mais ces luttes ne convergent pas vers un projet, parce que c'est très difficile, ce n'est pas du tout impossible, je pense que ça va se faire, mais de définir un projet dans une situation aussi difficile. Voilà. Ça, c'est un peu un des points qui explique pourquoi nous avons ces questions de désenchantement. Voilà. Alors, le mouvement intermondialiste, un endroit où il est très fort, c'est en Palestine. Au Maghreb, un des endroits où il est fort, c'est au Maroc. Le FMAS et puis d'autres mouvements, attaques aussi, représentent réellement quelque chose de fort. Et à Bouznika, il y a eu un excellent forum social marocain et un forum social Maghreb-Machrek. Hein. Tu pourras leur montrer des photos peut-être. C'était impressionnant, impressionnant. Et donc, le 14 et 15 mai, il y aura pour la première fois un forum syndical maghrébin à Alger, dans lequel participeront les syndicats brésiliens, espagnols et sud pour la France. Donc voilà des petites avancées. Et le 27 octobre, pour ceux qui voudront, les Palestiniens organiseront un forum mondial de l'éducation en Palestine, à Ramallah, à Gaza, à Haïfa, etc. Donc c'est une bataille, c'est un processus. Il a obtenu un certain nombre de choses dans la bataille des idées. Bon, moi, j'ai rencontré, en tant que président d'association, quasiment tous les ministres des Finances français, de droite et de gauche, depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, nous leur disons toujours la même chose. Il faut faire des taxes internationales, il faut supprimer les paradis fiscaux, et il faut contrôler les banques. Bon. Et il y a 10 ans, y compris les ministres socialistes, disaient tous, bon écoutez, vraiment vous êtes naïfs, mais c'est idiot ce que vous dites, ça ne peut pas marcher, et c'est stupide. Et maintenant, l'autre jour, je passais à la télé, on me dit, qu'est-ce que vous avez à proposer de nouveau? Je dis, je vais proposer de nouveau la fin des paradis fiscaux, la taxe financière. On me dit, mais vous avez déjà dit ça. Et puis maintenant, même Sarkozy le dit. Je dis, qu'il le fasse, voilà. Qu'il le fasse et nous donnerons d'autres idées. Donc, dans la bataille des idées, nous avons marqué des points. Mais ce n'est pas une bataille politique suffisante. Maintenant, il faut aller plus loin et il faut arriver à ce que le rapport de force évolue. Bon, ça, c'est un peu ça dans la bataille. Alors maintenant, je crois qu'il y a un camarade qui disait quelle proposition on a à faire après la chute du mur de Berlin, et puis Saïd disait quelle utopie, etc. Bon, nous avons une proposition. Pourquoi? Elle est tout à fait normale. Égalité des droits et liberté. Voilà. Si on nous dit qu'est-ce que vous voulez, nous voulons l'égalité des droits. Et c'est valable pour les migrants, mais c'est valable pour tout le monde. Et nous la voulons au niveau mondial. Voilà une utopie. Elle n'est pas remise en cause. Et donc c'est ça que nous pouvons avancer et qui montre que nous avons quelque chose à dire et que ça vaut la peine de se battre pour ça. Et alors je terminerai, c'est valable aussi pour l'islamophobie. Nous demandons l'égalité des droits. Musulmans ou pas musulmans, nous demandons l'égalité des droits et les libertés. Alors, effectivement, il y a un problème que nous avons, c'est que l'offensive, elle est due un peu à tout ce que nous avons dit, mais elle est due aussi à autre chose. C'est que, d'une certaine manière, la bourgeoisie a peur. La bourgeoisie a peur, parce qu'elle voit bien monter ces nouvelles idées, elle voit bien monter ces formes de lutte, elle voit bien monter la contestation, les gens qui disent mais et l'utilité sociale c'est quoi, hein, et toute une série de choses. Et donc effectivement, ils sont d'autant plus forts dans leur bataille que effectivement ils ont peur parce qu'ils sentent qu'il y a un danger. Donc il ne faut pas prendre les difficultés que nous avons comme uniquement on nous tape sur la tête alors que nous n'avions rien fait. Non, nous nous battons et c'est la raison. C'est parce que nous commençons à représenter un danger qu'il y a réellement une exacerbation. Bon, et je vais terminer par une phrase de Gramsci, puisqu'on a déjà cité 3 fois Gramsci, et que j'adore, et qui me paraît très bien résumer la situation actuelle. À un moment donné, Gramsci dit la chose suivante. Vous allez voir à quel point c'est actuel. Il a dit ça quand il était en prison, quand Mussolini l'avait dit en prison, l'avait mis en prison un peu avant de mourir. Il dit « Le vieux monde se meurt. Le vieux monde se meurt. » Vous voyez, c'est très vrai. Le vieux monde se meurt. Le nouveau monde tarde à apparaître.
Et il termine par cette phrase terrible, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à ça. Ce que nous subissons, c'est la montée des monstres, de l'extrême droite, des fascistes, de la guerre, de tout ça. Mais effectivement, il ne faut pas oublier que le vieux monde se meurt et que le nouveau monde, eh bien, c'est nous qui allons le construire. Merci. Bien, merci bien. Bon, franchement, c'était excellent, excellent. Il faudra refaire ça parce que pour que la mayonnaise prenne, il faut qu'on arrive à... Donc il y a un pot après. Merci les bis.